Bonjour, voici le quatrième et dernier volet de la série consacrée à l'évolution de la clinique psychanalytique. Si vous avez déjà suivi une partie de mes vidéos consacrées à l'analyse, vous m'avez déjà entendu dire que la psychanalyse n'est pas un bloc de marbre et qu'elle n'a cessé d'évoluer depuis sa naissance. Elle évolue parce que l'humain lui-même n'est pas un bloc de marbre, parce que les sociétés évoluent. Il est donc naturel que deux éléments fondamentaux subissent également des bouleversements parfois très profonds. Ce sont les structures et les symptômes. J'ai déjà précisé dans un volet précédent de cette série que sans avoir tout à fait disparu, les structures classiques ne se présentent plus aujourd'hui avec la même fréquence, ni avec la même pureté. Elles se sont en quelque sorte adaptées aux évolutions sociales, elles les ont accompagnées. Si je prends l'exemple de l'hystérie, très rares sont désormais les tableaux des crises spectaculaires d'il y a un siècle. La structure hystérique a épousé des formes d'expression pathologique plus acceptables culturellement parlant. Alors certes, le corps de l'hystérique est toujours un corps parlant, mais c'est comme s'il avait adopté un nouveau langage, plus discret, si l'on peut dire. C'est le cas notamment dans des tableaux cliniques comme celui de la spasmophilie ou encore celui de la fibromyalgie. Il y a donc à l'évidence une plasticité des structures qui les conduit à traverser le temps en se moulant à des tableaux cliniques socialement et culturellement plus acceptables. Et puis, il y a ces nouveaux continents, ces états limites entre névrose et psychose, ces narcissismes exacerbés, ces territoires dans lesquels s'épanouissent tous les visages de la perversion, tout ce qui relève d'une fixation ou d'une régression à l'infantile. Ne cherchons plus les adultes matures, cadrans, protecteurs, sécurisants. Ne cherchons plus les modèles à grandir sur lesquels s'appuyer et prendre modèle justement. La clinique psychanalytique révèle aujourd'hui des tombereaux de positions totalement immatures. Laissez-moi citer à nouveau quelques-unes de ces phrases toujours si éclairantes du psychanalyste André Green. À l'époque de Freud, la clinique centrée sur la psychopathologie de l'époque révélait essentiellement de la névrose, dont l'hystérie. Ce sont des problématiques que je qualifierais de maturation finale. Sans minimiser la gêne occasionnée, nous ne sommes pas dans des pathologies invalidantes, voire dangereuses. Aujourd'hui, et en quelques années, le décor n'est plus du tout le même. Les règnes des névroses obsessionnelles, des états limites et des psychoses battent leur plein. Ici, nous ne sommes plus au niveau de la maturation vers l'adulte sexué, mais dans l'infantile. L'infantile, bien caché sous des apparences d'adultes. L'infantile, c'est moi je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, avec les moyens d'un corps d'adulte. Voilà pour André Green. Si les structures et les symptômes évoluent, cela conduit bien évidemment l'analyste à bouger lui aussi, à se positionner différemment. Parfois, il ne peut plus se contenter d'un travail de remémoration de la part de l'analysant. Il ne peut plus seulement être celui qui attend que ça vienne dans le silence. Puisque la névrose, c'est la répétition, eh bien on comprend qu'il faille parfois être plus actif, qu'il faille aider l'analysant à sortir des ornières dans lesquelles il est embourbé,
l'aider à découvrir de nouvelles voies, de nouvelles possibilités qu'il n'a pas encore exploitées, soit parce qu'il ne les a pas connues au cours de son éducation, soit parce que ses expériences de vie ne lui ont pas permis de les découvrir. Alors, si l'on accepte le constat selon lequel les responsables les plus évidents des tableaux qui évoquent l'infantile sont la disparition des cadres et la disparition des rites de passage. Si l'on accepte ce constat, alors, peut-être bien davantage qu'auparavant, l'analyse va se présenter à l'analysant comme un parcours offrant toute une série de seuils, de franchissements nécessaires. Des franchissements qui viendront scander le temps de l'analyse et pallier peu à peu la disparition des rites de passage. C'est-à-dire qu'à chaque seuil, à chaque nouvelle étape, un certain nombre d'illusions vont chuter et pousser l'analysant vers un peu plus de maturité. Mais, mais, mais encore faut-il qu'il souffre, cet analysant. Encore faut-il que sa vie lui soit insupportable, quels que soient les symptômes qui l'invalident, pour qu'il pousse un jour la porte du psychanalyste. Encore faut-il que dans son illusion de toute puissance, il se cogne enfin au réel et qu'il ressente de la frustration, de la colère et au final de l'impuissance. La plupart du temps, il aura commencé par écouter les sirènes de toutes les voix faciles, brèves, low cost, à la mode, étincelantes de paillettes prometteuses. Et lorsque finalement déçu, il aura toujours pour compagne la même souffrance, la même colère, il se décidera parfois à s'engager dans la voie la plus ardue, celle de l'analyse. Ce sera alors le rôle de son guide de haute montagne de mettre en place un cadre à la fois strict et sécurisant, un cadre qui lui permettra de s'affranchir peu à peu de l'enfance et de grandir.